Y a-t-il dictature au Mali? Le président Assimi Goïta, est-ce un dictateur, en réalité? Vous avez quelque chose dans la vie, un dirigeant peut commencer bien. Dans la positivité, dans la bonne échéance, dans l'idée de pouvoir reconstruire le pays et le mener vers la bonne direction. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible. Et peut-être avec le temps commencer à changer et se rediriger vers autre chose. C'est une possibilité, pas seulement limitée au président des républiques, mais aussi aux humains. L'être humain, généralement, comme beaucoup de personnes pensent, est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Alors, est-ce le fait ou les conditions de M. Assimi Goïta? On va essayer de le voir tout de suite. Maintenant, nous partons au Mali. C'est important de comprendre l'Afrique. L'Afrique, c'est pas seulement le Bénin, le Togo, le Lomé, tout ça. Non, non, non. Alors, au Mali, le président Assimi Goïta est un président que nous aimons beaucoup. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Un ancien premier ministre du Mali a été inculpé pour avoir sapé la crédibilité de l'État à la suite de commentaires publiés sur les réseaux sociaux. L'ancien premier ministre s'appelle Moussa Mara. Il serait parti en prison. Et après avoir fait un tour en prison, a fait un commentaire sur les réseaux sociaux montrant sa solidarité à l'égard des prisonniers au Mali. Il dit solidarité indéfectible avec les prisonniers de conscience. Jeudi, M. Mara a été arrêté et interrogé pour la deuxième fois par l'unité nationale de cybercriminalité au sujet de son message publié le 4 juillet. On lui a posé des questions pour savoir comment ça se fait que tu as dit solidarité aux prisonniers conscients. Quel prisonnier conscient? Explique-nous un peu ça. Son message continuant, il a dit « Aussi long que soit la nuit, le soleil finira par inévitablement se lever. Et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive le plus tôt que possible », a-t-il ajouté. Donc, on a un premier ministre qui a fait un tour en prison pour aller visiter les gens, c'est tout à fait normal. Acte de solidarité, de sympathie, de bienséance. À sa sortie, il fait un commentaire disant « Solidarité avec tous les prisonniers conscients ». Et aussi disant que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Et on fera tout ce qu'on peut pour que ce soleil apparaisse au plus tôt que possible. En d'autres termes, je ne le cite pas. Alors, il a été interpellé. Il a été arrêté et interpellé. Maintenant, la question que beaucoup de personnes se posent ici, c'est quoi? N'a-t-on plus le droit de soutenir des personnes qui sont en prison? Première question. La deuxième question, c'est est-ce que toutes les personnes qui sont en prison n'ont pas droit à la sympathie? Évidemment, beaucoup de personnes diraient ça dépend du délit qu'ils ont commis. Une personne qui a massacré des gens a-t-elle droit à la sympathie? Alors, beaucoup de personnes qui disent que c'est tendance de muer les critiques. Voilà ce que eux disent. Ce n'est pas ce que moi je dis. Muer les critiques est une tendance d'autocratie et de dictature. C'est-à-dire, si vous ne vous sentez pas gêné par ce que vous faites, pourquoi faut-il muer les gens qui s'expriment? Si on se sent gêné, on se sent obligé de muer la vérité. Mais si on ne se sent pas gêné, il n'y a pas besoin de muer la vérité parce que la vérité finit par triompher. Voilà ce que les gens disent, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Alors je pense qu'il faut poser des questions intelligentes, parce que je sais que l'Africain est généralement très sensationnaliste. Quand un Africain choisit quelqu'un, peu importe ce que c'est, il ne réfléchit plus. Okay? Surtout quand c'est quelqu'un de sa tribu, peu importe ce que tu dis, il ne réfléchit plus. Alors la question que beaucoup de gens, des panafricanistes aussi qui posent, est celle-ci. Est-ce que M. Assimi Goïta aurait-il changé de casaque? Aurait-il pris goût au pouvoir? Parce qu'on dit qu'il y a un mois, le président Assimi Goïta s'est vu accorder par le Parlement de transition un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable sans élection. Et beaucoup de personnes disent pourquoi c'est renouvelable sans élection, si c'est une histoire légale, normale et simple, qui ne pose aucun problème. Alors certaines personnes disent que est-ce que M. Assimi Goïta n'aurait-il pas pris goût au pouvoir? Parce que généralement les gens disent une personne pourrait commencer généralement bien, okay, avec des bonnes idées, des bonnes pensées, des bonnes exécutions. Mais avec le temps, on s'habitue à sa situation. Avec le temps, on veut continuer et perpétuer. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité. Il s'agit, en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Monsieur Museveni, en arrivant au pouvoir, il venait pour les bonnes causes. Il combattait Idi Amin Dada à l'époque pour des répressions qui existaient. Et son objectif, premièrement, n'était pas de rester au pouvoir pour longtemps, jusqu'à ce que des choses se passent. Et aussi, beaucoup de personnes pensent que Museveni, à l'époque, aurait pris goût
après avoir pris goût aujourd'hui, je sais pas, il a quel âge, presque 90 ans, il est encore candidat aux élections. Est-ce le cas d'Assimi Goïta ou pas? Faut-il interpeller et arrêter un ex-premier ministre pour avoir fait un commentaire de soutien à ceux qui ne sont pas pro-gouvernement? Ou faudrait-il carrément qu'il se taise, puisqu'il risque certaines choses? Alors, il faudra aussi rappeler ici qu'il est important de retenir que quand vous, en tant que ex-premier ministre, faites un commentaire comme celui-ci, c'est-à-dire que vous remettez en question la crédibilité du gouvernement et du système judiciaire. Quand un ex-premier ministre parle, tout le monde écoute, parce que ce qu'il a à dire est très important. En tout cas, ce qu'il a à dire porte beaucoup plus de poids que ce qu'un individu lambda dirait. Le procureur de l'unité des criminalités a déclaré que parler de prisonniers de conscience et affirmer vouloir se battre pour eux constituait une infraction. Vendredi, en plus de l'accusation de saper la crédibilité de l'État, il a été également inculpé pour opposition à l'autorité légitime et incitation au désordre public. Alors, est-ce que quand vous dites soutien à ces gens-là, c'est inciter le désordre public? C'est une possibilité parce qu'il y a des gens certainement qui se diraient, bon, si l'ex-premier ministre soutient ceux-là qui sont en prison, c'est-à-dire que on devrait le soutenir. Il n'est pas fou pour le dire. Il doit avoir des raisons pour lesquelles il le dit. Alors le président serait-il, comme ces gens disent, devenu quelqu'un de différent ou pas? Point d'interrogation. Ce qui est évident, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, beaucoup de choses ont positivement changé. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, ça c'est évident. On a adopté un nouveau code minier en 2023 qui permet à l'État d'acquérir jusqu'à 30% de participation de nouveaux projets miniers et impose des redévances plus élevées. C'est-à-dire il y a plus de recettes pour le Mali qu'il y en avait dans le passé. Ça c'est un objet très fort. Il y a aussi depuis un temps un projet, une raffinerie d'or soutenue par la Russie en construction près de Bamako. Cette raffinerie, évidemment, est de capacité de 200 tonnes par an. On parle de 200 tonnes d'or par an. C'est beaucoup d'opportunités. Une fois opérationnelle, elle permettra le Mali à raffiner l'or localement au lieu d'exporter le minerai brut, comme on le faisait dans le passé. Okay? Ça ne se fera plus. Le minerai brut malien sera procédé, travaillé au Mali. Ça n'ira plus en France et ailleurs, comme on le faisait dans le passé, bénéficiant les autres, créant des emplois pour ceux qui ne sont même pas maliens. Ceci permettra de conserver la plus grande part de la valeur ajoutée dans le pays. Le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière. Et aussi, nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. Donc, M. Assimi Goïta est-il en train de faire des choses positives? Absolument. Y a-t-il un progrès, un avancement, un développement évident depuis l'arrivée? Absolument. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La fraternité, c'est quelque chose de très précieux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau, rien à voir avec la ville d'origine, rien à voir avec la couleur de passeport, rien à voir avec la langue, absolument pas. Ce n'est pas vrai. Ne vous trompez pas, la fraternité n'a absolument rien à voir au le nationalisme. C'est du n'importe. Le nationalisme a été créé par les Blancs. Let that sink in. Le nationalisme a été créé par, en Afrique en tout cas, créé par les Blancs. C'est quoi une nation? Pour l'interrogation, on ne va pas entrer dans l'aspect scientifique, vous avez compris. C'est-à-dire, vous pouvez trouver vos frères ailleurs, qu'on ne vous trompe pas. Vos frères, vous pouvez les trouver ailleurs. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je le répète très souvent, je veux le marteler encore une fois, vos pires ennemis sont généralement des gens qui vous ont connu depuis l'enfance, ou des gens qui vous ont vu, ou qui ne vous ont peut-être pas connu directement, mais ont connu votre famille, ou quelqu'un de quelque part, ou quelqu'un qui vous connaît très bien. Vos pires ennemis sont rarement des Libanais, des Portugais, des Italiens. Vos ennemis sont des gens autour de vous, c'est eux qui vous bloquent, c'est eux qui vous jettent en prison quand vous ouvrez la bouche, c'est eux qui veulent votre mal, ne veulent pas vous voir avancer. C'est eux qui sont irrités quand vos business avancent. C'est eux qui vous accusent de vol, de sorcellerie. C'est ça vos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, on le connaît. C'est ça vos ennemis. Quand j'ai la vie un Portugais, dit lui, il sort. Non, jamais de la vie, à moins que tu partes faire des bêtises. Si vous êtes parti chez eux, vous chiez dans les coins, vous laissez les histoires. Là, on va vous insulter, vous allez crier au racisme. Mais vous avez oublié que vous avez chié dans le coin. C'est vous qui avez chié dans le coin. Vous allez dans la maison des gens, vous prenez des robinets. Hein? Quand vous quittez la maison, vous sortez les robinets, les soquets, des trucs pareils, vous partez avec. Et quand le blanc dit non, on ne veut pas de vous ici, au racisme. Vous allez chez les gens, vous cousinez des nourritures à la non, excusez-moi, il faut vous dire des vérités.
C'est pas toutes les nourritures africaines qui sont bonnes. Attendez. Pour nous, peut-être pour moi, ça sent bon. Ok? Je connais nos nourritures à nous qui ne sentent pas bon, qui ne sentiraient peut-être pas bon pour vous. Mais pour moi, ça sent bon. Mais je sais que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette nourriture, ça ne sent pas bon. C'est sans être considerate en anglais. C'est ça, avoir de se mettre à la place des gens. Je sais que ma nourriture ici ne sent pas bon. Alors, je ne veux pas vous exposer, vous, parce que vous n'êtes pas habitué. Moi, c'est une nourriture que j'aime manger depuis mon enfance. Vous comprenez? Bon, quand vous faites cette nourriture-là à Berlin, dans des appartements comme ça, et ça pue le machin, l'Afrique, tout ça, les Blancs se sentent gênés. Et prochainement, on dit, on ne prend pas les Africains, vous vous fâchez, oh non, les Blancs sont méchants. Non? Comment vous vous traitez entre vous, pour l'interrogation? Partons au Maroc. Voilà la carte du Maroc. C'est un pays très intéressant. Une délégation marocaine à Niamey s'est réunie avec des responsables de l'agence nigérienne de bourse. L'objectif était lequel? L'objectif était d'examiner et de sélectionner les dossiers des étudiants nigériens candidats aux bourses d'études marocaines. Bravo. Le Maroc autorise ou le Maroc va sélectionner des Nigériens, des jeunes personnes pour aller étudier au Maroc. Pourquoi ils sont venus vous poser la question? Pourquoi on n'envoie pas simplement les enfants? Envoyez-le qu'ils partent au Maroc étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des processus qui sont généralement violés. Normalement, pour faire votre application de bourse, il faut le faire en ligne. L'institution qui vous reçoit accepte en ligne, ensuite vous venez. Malheureusement, en Afrique, pour la plupart des cas, et vous le savez, il ne faut pas être hypocrite. En Afrique, vous verrez généralement, quand on sélectionne des gens comme ça, les gens responsables de là où on a sélectionné choisissent eux et changent, altèrent les personnes qu'on a sélectionnées. Je donne un exemple très banal. Il y a eu une compétition très récemment ici, Jeux olympiques, machin histoire. Il y a un pays africain où il fallait 22 joueurs, n'est-ce pas, de football, je crois. 22 joueurs pour aller jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sélectionné 13 joueurs, véritables joueurs. Les restes, c'était pas des joueurs. C'était le cousin du chef, le petit-neveu, l'enfant du voisin. C'est ça. Pendant que les footballeurs eux-mêmes ne sont pas partis, ils ont désélectionné ces personnes parce que lui, il est impoli, suspension disciplinaire. Ils ont créé des histoires à dormir debout pour emmener l'argent. C'est comme ça qu'on fait, généralement. Et si ce n'est pas ça, on va te demander de l'argent. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Écoutez, moi, je vous dirai toujours la vérité. Qui n'en plaise aux gens, je m'en fous éperdument, je vous dirai toujours la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Les hypocrites ne peuvent pas m'aimer, ce n'est pas possible. Alors, le Maroc a envoyé des gens pour aller vérifier certaines histoires, s'assurer que les gens qui vont venir sont ceux-là qu'on a sélectionnés. Il n'y a personne d'autre. On dit félicitations au Maroc. L'offre marocaine constitue un levier majeur d'intégration sud-sud et un appui concret au développement du capital humain nigérien. Il faudrait retenir ici que plus de 2000 cadres nigériens ont eu leur formation au Maroc. 2000 cadres nigériens, c'est beaucoup, ont eu leur formation au Niger. Et à présent, actuellement, il y en a 700 qui sont en entraînement et en formation. Donc c'est bien de voir ces gens d'histoire. On connaît le Maroc en tant qu'un pays raciste. Il faut vous dire la vérité. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. La plupart d'Africains connaissent le Maroc étant un pays raciste contre les Noirs. Pourquoi? On nous présente généralement des images où les Marocains sont en train de racler les Noirs. Là, tout ça, vous mettez à peine. Est-ce que ce sont des images fausses? Ce sont des images vraies. Évidemment, il y a eu beaucoup de moments où les Marocains, les militaires ont eu, la police en tout cas, ont eu à taper, frapper les subsahariens. Bah écoutez, c'est simple. On va essayer de réfléchir. C'est parce que beaucoup voulaient traverser le Maroc pour partir en Europe. Bah, vous vous posez la question de dire pourquoi ils laissent pas ces Africains de carrément passer par le Maroc et aller à l'Europe. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vous donne un exemple aussi simple. Imaginez-vous avoir une maison ici, votre parcelle, et derrière vous, il y a un voisin, ok? Et les gens viennent passer à travers votre parcelle pour aller chez le voisin. On le fait le lundi, on le fait le mardi, on le fait le mercredi, et vous avez de la pelouse qui est très bien, un jardin bien fait. Mercredi, il traverse encore, et il y a du bruit. Et en fin de compte, vous réalisez qu'il y a du bruit, les gens font du bruit, les enfants ne peuvent pas dormir, et comme les enfants ne peuvent pas dormir, vous êtes en incapacité vous-même de vous reposer, parce qu'il y a des gens qui passent. Ok? Certainement, les premières personnes qui sont passées ont été accueillies avec gentillesse, parce qu'ils ont dit, non, monsieur, excusez-nous, on traverse ici pour aller chez le voisin. Ah, il n'y a pas de souci, passez, n'est-ce pas? Ok. Quand ça en est numéro 16, au 17e, au 18e, au 19e groupe de personnes de 20, au 23e groupe de personnes de 27, qui
traverse évidemment, ça ne passe pas sans dégâts. Okay? Il y a la pelouse qui n'est plus ce qu'elle était. Il y a les fleurs qui tombent. Il y a le chien qui est terrassé, qui est frustré, qui est dans la peur. Il y a les enfants qui sont dans l'instabilité parce que voilà, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même calme qu'il y avait dans le passé. Et disons encore une fois, quand les gens traversent, ils ont des besoins, ils prennent de l'eau, ils mangent. Et quand, en tant qu'humain normal, il faut faire quoi? Il faut aller se libérer. Il faut aller faire pipi dans un coin. Il faut aller déféquer. Écoutez, non, restez, il ne faut pas fuir. Restez là. Quand il faut faire pipi, vous demandez la première fois, on vous laisse entrer. Faites usage des toilettes. En fin de compte, le propriétaire de la maison se rend compte que, à force de dire oui, tout le monde veut aller dans les toilettes, dans ces toilettes privées. Est-ce qu'on accepte? On va continuer à accepter? On n'accepte plus. Et quand on n'accepte plus, qu'est-ce qui se passe? On commence à pisser dans les coins, chier dans les paclas. Voilà. Non, il faut pas fuir. Il faut voir la vérité. On dit que les Marocains sont racistes. On va examiner, voir leur racisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous accepteriez ce fait que les gens continuent à traverser chez vous? Bon, à supposer que vous aviez de l'argent, vous feriez quoi? Vous mettrez un enclos, n'est-ce pas? Vous montrez les murs. S'il y a des gens qui traversaient chez vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant que certains faisaient pipi, bon, écoutez, parmi eux, il y a des gens qui sont bien, certainement, mais parmi eux, tout le monde n'est pas nécessairement bien. Il y a aussi des gens qui ont été mal éduqués, qui peuvent passer, et pendant que toi, tu regardes à côté, on prend le t-shirt de l'enfant ou la paire de chaussures et on va avec. C'est frustrant ou pas? Alors, le Maroc, à un certain moment, a dit, bon, ok, écoutez, ça va, il ne faut plus venir. Hein. Parlons de vous, vous serez fâchés, vous crierez, écoutez, il faut arrêter. Bien que le Maroc ait des relations avec l'Europe de ses propres façons, il y a des financements qui se font, ça fait partie du Maroc. Le Maroc doit prendre soin du Maroc. Pourquoi ces Noirs-là ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Non, pourquoi les Noirs-là qui traversent le Maroc ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Bah moi, je vous dirais pourquoi. Parce que généralement, ils ne peuvent pas se mettre ensemble en unissant pour lutter contre leur gouvernement. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'il y a un problème tribal. Il y a le président qui est de cette tribu, et il y a des gens qui sont de l'autre tribu, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La population ne peut même pas se mettre ensemble en synchronie, parce que parmi elles, il y a des gens qui soutiennent le président seulement parce qu'ils parlent la langue de leur mère. C'est ça le problème. Et si c'est pas la tribu, c'est la religion. Ah, il est de ma religion. Même si le leader est mauvais, puisqu'il est ta religion, tu acceptes tout ce qu'il fait. Et en fin de compte, vous fuyez vos pays. Pourtant, il y a une possibilité d'arranger les choses. Mais comme le président est de ta tribu, tout ce qu'il fait pour toi, c'est bien. Bon, pourquoi il faut en vouloir au Maroc quand ils disent non, écoutez, il faut flageller tous ces gens-là, les mettre tout ça là? Non, il faut être réaliste. En fin de compte, regardez ce que le Maroc a fait. Le Maroc, jusque-là, a ouvert ses portes en termes d'éducation et de formation à plusieurs pays africains gratos. Nous allons citer seulement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Tchad, le Bénin, la Mauritanie, la Gambie. Ils ont fait beaucoup pour les pays africains. Ok? Ils ont fait beaucoup. C'est-à-dire, vous partez en bourse scolaire, on prend soin de vous à votre arrivée, on vous loge, on vous paye de l'argent à la fin du mois, on vous nourrit et on prend soin de votre santé. Donc, en cas de maladie, les assurances prennent soin de vous. Bon, je pense qu'il faut, encore une fois, rentrer au début. On disait la fraternité n'a absolument rien à voir avec votre passeport. Absolument pas. Ce sont vos pires ennemis, hein, pour la plupart des cas. Vous rencontrerez certes parmi ceux qui viennent de là où vous venez, des gens qui sont sympathiques, des gens qui sont bien, des gens qui peuvent vous aider à vous. Mais parmi eux, la plupart, ok? La plupart, c'est le cauchemar. On vous donne un autre exemple. Moi, je vous ai toujours dit, il faut arrêter vos histoires de mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Les Blancs ne font jamais ça, mais ils avancent. Hein. Les Blancs n'appellent jamais « Oh, mon frère », jamais, mais ça avance. Le social avance, ils prennent soin d'eux-mêmes, les assurances fonctionnent. Il n'y a pas de mon frère. Non, en cas de difficulté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de contribution, en tout cas parmi ceux blancs qui sont organisés, on ne parle pas des Français, ils sont noirs. Ils savent comment travailler ensemble. Mais vous, c'est mon frère, oh, mon jeune frère, c'est tout. En fait, mon frère, vous appliquez ça pourquoi? Vous appelez quelqu'un mon frère généralement quand vous voulez des faveurs. Je ne sais pas, mon frère, tu vois, vraiment, mon frère, la fille est difficile pour l'instant, il y a ma femme qui travaille, c'est ça. Est-ce que je peux vraiment, c'est ça, mon frère. Mon jeune frère, c'est généralement pour montrer aux gens que tu es plus ancien que lui, tu as plus d'expérience que lui. C'est pour asseoir ton autorité, c'est généralement ça. Rarement vous verrez un Africain, en tout cas surtout dans la francophonie, appeler quelqu'un mon jeune frère dans l'affection totale, à 100%. C'est très rare. Généralement, c'est parce qu'il sent que tu as une certaine force.
Et pour te diminuer un peu, évidemment, pour se monter soi-même, il faut te piétiner par les épaules. Il dit, ah, mon jeune frère, on l'a vu grandir, c'est ça. Il n'y a pas de fraternité là. La fraternité se prouve. La fraternité, la vraie, c'est quand je suis dans le coma, ok, et tu pars visiter ma mère ou mes enfants. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est quand je suis injustement arrêté, on me jette en prison. Tu viens me visiter au moins une fois le mois. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, on est venu du même quartier. Même quartier de quel même quartier? Vous avez les mêmes ancêtres. Il faut arrêter. Une autre preuve très simple, ok? Une preuve très simple. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que vous aimez beaucoup adultes d'ailleurs. Monsieur Ibrahim Traoré, Goïta et le général Tiani. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les trois pays ont décidé de rompre totalement avec la France, pays colonial, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays ici de ECOWAS. ECOWAS, c'est quoi en français? ECOWAS, c'est quoi en français? CEDEAO. CEDEAO, n'est-ce pas? Les gens de la CEDEAO se sont légués. Ils sont partis se réunir quelque part pour négocier sur comment détruire le Niger. Nous voulons absolument revenir à une normalité constitutionnelle pleine et entière. Et la décision fondamentale est que le coup d'État militaire au Niger est un coup de trop, vous savez, pour l'ensemble de la région ouest africaine. Et nous y mettons un terme définitif cette fois-ci, sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé. Et avant de faire ça, ils sont d'abord partis en Europe pour aller discuter, avertir leurs partenaires européens, disant « Nous voulons aller tuer nos frères. Qu'est-ce que vous... Nous voulons votre bénédiction. » Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de l'ensemble de nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour discuter avec nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires de mon frère. Ils sont partis voir les Européens pour négocier, pour avoir leur soutien, pour avoir leur bénédiction avant d'aller tuer leur propre frère. Ne me dites pas que les Marocains sont racistes. Vous êtes parmi vous plus racistes parce que votre racisme, ce n'est pas une question de différence de peau, de couleur. Votre racisme est basé sur la méchanceté, le tribalisme, l'ethnicisme, la jalousie. Pendant ce temps, ils n'ont pas pu faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la frontière. Ils ont fermé les frontières. Pourquoi? Pour pas que ces pays aient accès à l'océan. L'océan est très important, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, l'océan, on en a besoin sur le plan économique. Par exemple, un pays tel que le Mali qui veut peut-être importer du fer ou autre chose. Prenons un exemple brut. Du fer venant de la Chine. Il y a deux façons de le faire. Soit on importe le fer à travers les avions, ça coûtera cher et c'est très limité en termes de capacité. Ou bien on importe à travers les bateaux, la mer, les navires. C'est plus facile parce qu'on peut avoir autant de conteneurs qu'on veut et ça coûte moins cher. Mais les pays que vous voyez ici, ils ont fermé la porte. Ils sont-ils blancs ou noirs, ou chocolat, ou arabes? Ils ont bloqué la porte. L'objectif était simple, c'était pourquoi? L'objectif, c'était d'asphyxier le Mali, asphyxier pas les gouverneurs, asphyxier plutôt la population locale, les civils. On pensait qu'en asphyxiant les civils, qu'est-ce qui se passerait? Ils sortiraient dans les rues pour aller combattre le gouvernement et les rejeter. Et ça n'a pas marché. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Le Maroc a offert la sortie vers l'océan. C'est le Maroc qui a offert la sortie. Le Maroc a offert, pendant que ces gens ici, les Noirs ici, on dit non. Le Maroc a offert. Que ceci attire votre attention. Félicitations au Maroc. Nous savons que le Maroc ne le fait pas gratuitement. Le Maroc a ses intérêts. Le Maroc a besoin d'influence, on le sait. Le Maroc a des combats internes, par exemple le Sahara occidental, où il y a des luttes et des difficultés. Il a besoin de soutien, on comprend tout à fait. Ben écoutez, il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais du moment où on avance et on progresse. Cette machine est capable de détecter plusieurs maladies infectieuses, y compris des agents pathogènes à haut risque. Cela fait partie d'une initiative plus large de santé publique menée par la Russie en Afrique, coordonnée par Rospotrebnadzor, l'agence russe de protection de consommateurs et de surveillance sanitaire.
Donc, le Burkina Faso a reçu ce laboratoire mobile. Ce n'est pas une maison, parce que voilà, avec une maison, on peut pas se déplacer. C'est un laboratoire mobile. C'est un peu comme les missiles antiaériens qu'ils ont là, les S-400, machin. Ce n'est pas figé quelque part. On peut cogner et puis les déplacer, les cacher. Pour éviter des frappes retour, et même pour ce laboratoire, ce n'est pas figé, ce n'est pas fixé. En cas de difficulté, ça pourrait permettre au Burkina Faso de bouger d'un endroit à un autre pour aller tester, pour aller faire des recherches. Ces laboratoires, évidemment, sont conçus pour fonctionner à partir des véhicules ou des tentes, ce qui permet leur déploiement dans des zones reculées ou mal desservies avec facilité. Au rendement, ils peuvent effectuer jusqu'à 2000 tests par jour, avec 2000 tests, les amis. Avec une capacité de diagnostic couvrant plus de 20 maladies. Ebola, Marburg, la dengue, la fièvre de Lassa, entre autres. Alors, il y a plusieurs avantages dans cette histoire. Les laboratoires mobiles peuvent être déployés en quelques heures ou quelques jours au lieu de dépendre de l'envoi d'échantillons vers les capitales ou l'étranger. Ces laboratoires peuvent être déployés à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Vous savez, l'Afrique a vécu beaucoup d'histoires très négatives. Je ne sais pas si vous en souvenez, au Libéria, il y avait à un moment, Monrovia, à un moment donné, un médecin américain, un blanc, était atteint de l'Ebola. À l'époque où l'Ebola était gracieusement tueuse. Un médecin américain a contracté le virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Comment a-t-il survécu? Il a survécu après que les États-Unis eurent envoyé un avion. Après avoir reçu un traitement expérimental et envoyé aux États-Unis. Il a été pris en charge à l'hôpital universitaire de Maury à Atlanta, en Georgie. Je m'en souviens très bien. Dans l'une des rares unités de confinement biologique spécialisées du pays. Le monsieur a reçu des médicaments expérimentaux appelés... Alors, ce médicament n'avait encore jamais été testé sur l'homme, d'après eux. Les États-Unis d'Amérique, à l'époque, avaient dit qu'ils n'avaient pas de, comment vous appelez ça, de médicaments contre Ebola. Parce que l'Ebola prenait des vies. Les gens tombaient en Afrique comme des mouches. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas d'antidote. Ça n'existait pas. Mais curieusement, quand monsieur l'Américain, Dr. Kent Brantley, est tombé malade, atteint d'Ebola, on a dépêché l'avion d'urgence pour aller le chercher. On l'a pris à Monrovia. Avion bien équipé, évidemment. Avion était oxygéné, Avion était bouché, bloqué, bien équipé. Envoyé monsieur aux États-Unis pour recouvrir. Quelques jours plus tard, on a entendu que le monsieur était guéri. Pendant qu'il y avait des gens qui tombaient régulièrement à Monrovia. Alors, n'est-ce pas une belle histoire de voir le Burkina Faso soutien comme ça? Et surtout que la Russie comprend. Il faut se poser la question, pourquoi la Russie envoie ces histoires en Afrique? Pourquoi les Russes envoient ces laboratoires en Afrique? Savent-ils quelque chose que nous ne connaissons pas? Bonne interrogation. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Que eux comprennent déjà que les Africains peut-être ne comprennent. On a vu ce qui s'est passé pendant la Covid. Tout le monde était obligé de regarder vers l'Europe ou les États-Unis espérant voir une solution à Covid, n'est-ce pas? Au départ, Covid, c'était pour les Européens et les Américains et la Chine. Les Africains n'étaient pas atteints. Mais à partir du moment où ça a commencé, quand les Européens sont rentrés en Afrique, ou certains sont venus en Afrique, les gens ont tremblé comme pas possible parce qu'on espérait qu'il y aurait des vaccins. Les gens étaient prenants. Je pense que les gens de la RDC, comment vous appelez ça? Il y a un docteur là en RDC qui dit la RDC sera candidate pour les tests les vaccins, les tests là. Les gens ont dit, monsieur, c'est un fou. Pendant que toute l'Afrique refuse, il y avait une vidéo en ligne où on disait, il faut aller tester, pourquoi on ne va pas tester les vaccins en Afrique? Vous vous en souvenez? Et il y a un médecin chef de la République démocratique du Congo qui dit, la RDC est disponible, candidate, envoyer les vaccins qui n'ont pas été testés, pendant que les Zambiens disent, il faudrait qu'on envoie ces vaccins, évidemment, pour qu'ils soient évalués en laboratoire en Afrique par des Africains. Un médecin congolais de la RDC qui dit, nous sommes candidats, envoyez-nous, machin. Aïe, aïe, aïe. Bon, continuons. Ceci, évidemment, va réduire la dépendance à l'aide extérieure. On n'a plus besoin d'envoyer les histoires en France. C'est comme ça les pays colonisés par la France. Elle est partie en France, elle est malade. Elle a la tuberculose osseuse, elle est en France. Quoi, c'est malade? Ceci va apporter une amélioration du contrôle des données sanitaires. C'est-à-dire, les données sanitaires appartiennent au pays. Quand on vous vaccine, d'ailleurs, les données sont là-bas. Ce ne sont pas vos données à vous. Cette histoire est une forme d'affirmation de la souveraineté nationale en matière de santé publique. Donc, le Burkina Faso reprend tout ce qui lui appartient en termes de santé. L'agence russe Rospotradebonzor, j'ai tué le nom là, bizarre, forme actuellement les épidémiologistes et techniciens de laboratoires africains. Donc ils sont pas seulement en train de vous envoyer des histoires, ils sont aussi en train d'entraîner, de former, de capabiliser les Africains sur place pour prendre soin d'eux-mêmes. Les autorités burkinabées, évidemment, sont très contents, y compris les virologues, les experts techniques ont accueilli favorablement ces laboratoires comme un moyen de rompre avec la dépendance historique vis-à-vis des partenaires occidentaux.
Il faut toujours avoir plusieurs moyens, en tout cas pas moins de 2. S'il n'y a qu'un seul moyen, ça sera des... Ouais. Voilà pourquoi certaines personnes disent qu'il faut avoir plusieurs femmes. Quand tu en as qu'une seule, elle devient très impolie et difficile. Non, je plaisante. Rospotrebnazor a récemment informé l'Ouganda. Sa disponibilité a été dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques et des mesures anti-épidémiques contre les maladies des virus tels que Ebola du Soudan du Sud. Vous savez, l'Ouganda est souvent très frappé. On ne sait pas pourquoi. L'Ouganda et la RDC. Très frappé par l'Ebola, le sida, tout ça. Et récemment, il y a eu beaucoup de outbreaks. Alors la Russie a proposé à l'Ouganda, on peut venir faire des investigations pour ça. Ah oui, il y a des possibilités, des gens qui jettent des trucs dans l'eau. Vous buvez sans le comprendre. Trucs comme les Ebola et tout le bazar sont gardés dans des laboratoires P4. Je sais que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça. Faites de recherche. Laboratoire P4, c'est quoi? Ce sont des laboratoires très dangereux. Là-bas, on garde des éléments les plus létals du monde en termes de biologie et microbiologie. Et normalement, ça doit être signalé sur le plan international. Sur Internet, on doit savoir, si vous regardez, il y a une liste qui montre où se trouvent les laboratoires P4. Moi, je suis parti dans un pays africain ici récemment. J'ai vu la fiche, on a écrit laboratoire P4. Mais officiellement, si vous regardez dans le lien où on indique où se trouvent les laboratoires P4, où c'est répertorié, cet endroit n'est pas répertorié. C'est-à-dire qu'ils ont fait usage de cet endroit en Afrique de manière illicite, sans que les locaux ne comprennent qu'il y a un laboratoire P4 ici. Ce n'est pas loin dans le pays des Grands Lacs. Il y a un laboratoire P4, c'est-à-dire à partir de ce laboratoire, on peut déclencher une épidémie facilement, sans que les gens ne comprennent que ça commence ici. Oh, c'est une maladie bizarre. Non, il y a un laboratoire P4, vous ne le savez pas. En résumé, ces laboratoires mobiles anti-épidémiques aideront les pays africains en détectant plus rapidement les épidémies, en formant des spécialistes locaux, en élargissant la capacité de dépistage, en réduisant la dépendance aux systèmes occidentaux et en soutenant la surveillance des maladies à l'échelle nationale et régionale. Congratulations. Burkina Faso n'est pas votre ami. Le Burkina Faso n'est pas votre ami. Vous êtes peut-être africain, mais vous n'êtes pas les mêmes. Désolé. L'Union européenne vient d'accuser l'Iran d'exécuter des gens en Europe et ailleurs, c'est-à-dire d'envoyer des services secrets pour aller exécuter des gens. Et c'est inacceptable. Ils veulent l'accuser. L'Iran a dit, mais écoutez, non, on ne fait pas ces histoires-là, c'est votre spécialité. On en parlera prochainement. Félicitations au Burkina Faso dans ce qui se passe, le pays des hommes intègres. C'est très encourageant pour l'Afrique de voir ça. Cela signifierait que si le projet de loi n'est pas adopté, il y aura une augmentation d'impôts de 68 %. Pensez-y, 68 %, la plus forte augmentation de l'histoire, dépassant le précédent record d'environ 40 points. Nous rendrons permanentes les baisses d'impôts de Trump, élargirons le crédit d'impôt pour enfants et garantiront l'absence d'impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires et la sécurité sociale pour nos aînés. Je pense qu'il est terrible. C'est un communiste. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est un communiste. J'ai dit, il n'y aura jamais de socialisme aux États-Unis. Donc, nous avons un communiste. Donc, je pense qu'il est une mauvaise nouvelle. Et je pense que je vais bien m'amuser avec lui à le regarder parce qu'il doit venir directement dans ce bâtiment pour récupérer son argent. Et ne t'inquiète pas, il ne va rien emporter. Je pense que c'était, franchement, j'ai entendu dire que c'est un vrai cinglé. Je pense que les gens de New York sont fous. S'ils prennent cette direction, je pense qu'ils sont fous. Nous aurons un communiste pour la première fois, vraiment un pur, un vrai communiste. Il veut gérer les épiceries, les grands magasins. Et les gens qui sont là, alors, ils sont fichus. Je trouve ça fou. Rien. Maintenant,
il est contrarié qu'il perd son mandat pour les véhicules électriques et il est contrarié. Vous savez, il est très contrarié par certaines choses, mais vous savez, il pourrait perdre bien plus que ça. Je peux vous le dire tout de suite. Elon peut perdre bien plus que ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça. On devra un peu être lassé Doge sur Elon. Tu vois? Tu sais ce que c'est, Doge? Doge, c'est le mot serait qui pourrait devoir revenir et manger Elon. Ce serait terrible, non? Il reçoit beaucoup de subventions, Peter. Mais Elon est très contrarié que le mandat sur les véhicules électriques va être supprimé. Et vous savez quoi? Quand on y pense, tout le monde ne veut pas une voiture électrique. Je ne veux pas de voiture électrique. Je veux peut-être une voiture à essence, peut-être électrique, peut-être hybride, peut-être un jour à hydrogène. Si vous avez une voiture à hydrogène, il y a un problème. Elle explose, vous voyez? Alors je vais laisser celle-là à Peter. Sauver Medicare, Medicaid et la sécurité sociale sans aucune réduction. Il faut le faire. Nous allons aimer et chérir la sécurité sociale, Medicare, Medicaid. Nous n'allons rien faire à ce sujet. Pouvez-vous garantir que Medicare, Medicaid et la sécurité sociale ne seront pas touchés? Oui, je l'ai dit tellement de fois. Vous ne devriez même pas me poser cette question. Que se passe-t-il si un projet arrive sur votre bureau avec des baisses d'impôts, mais aussi des coupes dans Medicaid? Est-ce que vous opposeriez votre veto à cela? Non, nous ne faisons pas ça. Opposeriez-vous veto? Je le ferai s'ils coupèrent dedans, mais ils ne coupent pas. Nous ne coupons pas dans Medicaid. Nous ne coupons pas dans Medicare. Qu'est-ce que je dis à 663 000 personnes dans 2 ou 3 ans quand le président Trump rompra sa promesse en les excluant de Medicaid parce que le financement ne sera plus là, les gars? Quand les conseillers de la Maison-Blanche qui conseillent le président ne lui disent pas que l'effet de ce projet de loi est de rompre une promesse. Et vous savez, la dernière fois que j'ai vu une promesse rompue concernant la santé, en ce qui concerne mes amis de l'autre côté de l'allée, c'est quand quelqu'un a dit « Si vous aimez votre assurance santé, vous pouvez la garder. Si vous aimez votre médecin, vous pouvez le garder. » Nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Cela a fait de moi le 2e président républicain de la Chambre des représentants depuis la guerre de sécession, mesdames et messieurs, parce que nous avons trahi la promesse faite au peuple américain. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, cela a même fait de moi un sénateur des États-Unis, car en 2010, cela venait tout juste d'être proposé et la simple anticipation de ce qui allait se passer a suffi à provoquer une élection de rupture qui a permis aux républicains de reprendre la majorité pour la 2e fois en 100 ans. À présent, les républicains sont sur le point de commettre une erreur concernant la santé et de trahir une promesse. Il est inévitable que ce projet de loi, dans sa forme actuelle, trahira précisément la promesse que Donald J. Trump a faite dans le bureau ovale ou dans la salle du cabinet lorsque j'étais là avec les finances, où il a dit « Nous pouvons nous attaquer au gaspillage, à la fraude et aux abus dans n'importe quel programme. » Maintenant, ces amateurs qui le conseillent, pas le Dr. Oz, je parle des experts en santé de la Maison-Blanche, refusent de lui dire que ces instructions visant à éliminer le gaspillage, la fraude et les abus éliminent soudainement un programme gouvernemental appelé la taxe sur les prestataires. Nous avons transformé une construction juridique qui, il est vrai, a été abusée et devrait être supprimée en gaspillage, fraude et abus. Blanchiment d'argent, lisez le code, regardez depuis combien de temps il existe. J'étais président de la Chambre, j'ai refusé de le faire. Quand j'ai quitté la Caroline du Nord, j'ai dit « Nous n'allons pas faire la taxe sur les prestataires ». Je l'ai laissée à 2,5 %. Maintenant, elle est à 6 %. Écoutez, les républicains, ils mettent vraiment du cœur. Les démocrates veulent dire, ils veulent juste détruire notre pays.
Un démocrate peut détruire le pays. Ils ne voteront pas là-dessus. Ils ne votent sur rien. C'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire. La plus grande, tout est le plus grand de l'histoire. C'est le meilleur accord que nous ayons jamais eu. Nous ne pouvons pas obtenir un seul vote démocrate.